Bonjour Sushina. Du coup, pour commencer l'interview, je te propose de commencer par te présenter un petit peu. Oui, bonjour Magali. Moi, je suis Souchine à la gouge. J'ai plusieurs casquettes. Si les gens me suivent sur les réseaux sociaux, ils me connaissent comme la meuf handicapée un peu énervée. Également maman, professeure et autrice. Et j'essaie de concilier un petit peu tout ça. Et c'est parfois un peu compliqué. Trop bien. Justement, tu as dit que tu étais autrice. On va commencer par parler de ton actualité à ce niveau-là. Tu as un livre qui sort le 9 janvier 2025. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est un livre qui s'appelle Une grossesse ordinaire et qui raconte mon parcours pour devenir mère en tant que personne handicapée, parce que voilà, c'est déjà une difficulté. Mais comme j'adore décidément les difficultés, hein, j'ai eu un parcours aussi très compliqué pour devenir mère, hein, puisque j'ai cumulé les fausses couches, les grossesses arrêtées, et que j'ai mis 2 ans et demi à réussir à faire un enfant. Euh, et le fait de cumuler toutes ces difficultés, euh, c'est quelque chose qui me faisait honte au moment où je le vivais. Et après, j'ai eu besoin d'en parler. Je me suis dit que c'était bête d'avoir eu honte, hein. Et je voulais éviter que d'autres personnes ressentent cette honte. Et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et j'ai fini par participer à une émission de radio avec Julia Foyce qui m'a demandé, mais qu'est-ce que vous avez écrit sur le sujet? Et moi, j'étais là, ben, rien. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée intéressante, j'en ai tellement parlé. Et donc, j'ai écrit ce livre, Une grossesse ordinaire, hein, pour que ben, les gens cessent d'avoir honte, se reconnaissent dans mon parcours, tentent des choses aussi, tentent d'avoir des enfants si c'est leur souhait, ou pas. Si les personnes n'en veulent pas, voilà, se sentir libres de ne pas en avoir, etc. Ouais, moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire, ton livre, et je voudrais juste glisser que vraiment, c'est un livre qui est à lire même si vous n'avez pas de questionnement au niveau de votre désir d'enfant, parce que personnellement, comme je te disais, moi, je n'en veux pas. Et malgré tout, ça m'a apporté énormément de choses de lire ton livre et ça m'a appris énormément de choses aussi. Donc, je pense que vraiment, je pense qu'il y avait un vrai besoin sur ce sujet et que tu l'as rempli de façon exceptionnelle, je dirais. Je Voilà. te remercie. Du coup, au début de ton livre, tu expliques que on t'a dit quand tu étais enfant que tu n'aurais pas d'enfant en raison de ton handicap. Comment Et tu l'expliques un peu dans le livre, mais du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment tu as déconstruit cette idée ensuite? Oui, effectivement, quand j'avais 9-10 ans, au cours d'une consultation médicale de routine liée à mon handicap, parce que je suis myopathe, des médecins ont lâché l'idée que je n'aurais pas d'enfant. Et sur le moment, ça m'a surprise, parce que moi, en tant que petite fille, je me voyais avec des enfants plus tard. Euh, et en même temps, ça me rendait intéressante ce que j'explique dans le livre. Quand tu es enfant et que tu es handicapé, euh, tu es un petit peu à part, mais d'une manière, je dirais, positive. En tant qu'enfant, tu aimes bien être au centre de l'attention. Quand tu es un enfant handicapé, on te fait des cadeaux. Euh, souvent, voilà, les gens te font des cadeaux, t'offrent des trucs, et toi, tu es là, bah, c'est super. Et donc, j'étais là, ouais, ça me rend intéressante, finalement, c'est bien, machin et tout. Et j'en ai parlé et j'ai vu que pour mes parents, c'était un sujet difficile. Et donc après, j'ai enfoui cette idée, j'ai enfoui mon désir d'enfant très très profondément. J'ai décidé que je n'en voulais pas. Et j'ai cru que je n'en voulais pas jusqu'à l'âge de 28 ans, avant d'être rattrapée par mon désir d'enfant de manière assez brutale. Et du coup, comme tu as expliqué que tu étais handicapée, il y a un parcours d'accompagnement à la grossesse, souvent dans ces cas-là, comme souvent dans les grossesses un peu différentes. Euh,
Et du coup, les grossesses un peu hors normes, disons, plutôt que différentes. Et du coup, à ton avis, est-ce que les parcours d'accompagnement et de soins sont adaptés aux grossesses qui ne sont pas ce qu'on appellerait une grossesse normée, c'est-à-dire pas le couple hétéro valide, etc. Ah, oui, alors il y a énormément de disparités selon les régions et selon les hôpitaux. Quand on a ma maladie, on peut être confronté directement à un mur, hein, c'est-à-dire des obstétriciens qui disent non, moi, cette grossesse, je ne veux pas m'en occuper. Et encore des praticiens qui vont dire directement si une personne avec ma pathologie est enceinte, bah non, c'est une IMG, une interruption médicale de grossesse. Euh, et le fait d'en parler justement sur les réseaux sociaux, ben, ça m'a fait rencontrer des personnes, des femmes, à qui c'était arrivé. Et donc, c'est hyper choquant de se dire qu'on ne leur laisse pas le choix d'essayer. Directement, on leur dit non, on leur dit non, on refuse de vous suivre, on ne vous aidera pas. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance parce que dans ma région, je suis tombée sur un obstétricien super que je suis allée voir avant de tomber enceinte parce que je savais que ça pouvait être très compliqué. Donc, j'ai été suivie dans une unité de grossesse spécialisée, voilà, grossesse à risque. Euh, et euh, Ça a été plutôt adapté. Euh, Dans mon cas, il faut un suivi obstétrical, il y a des échographies tous les mois, il y a aussi un suivi pneumo. Et c'est sur le suivi pneumo où ça a été un peu compliqué, où le pneumo a totalement paniqué, le premier que j'ai rencontré. Donc c'est compliqué d'arriver à trouver une équipe médicale qui ne panique pas, qui pousse pas à avorter alors qu'on n'en a pas envie, et ouais, qui nous suit du début à la fin en respectant ce qu'on veut, quoi. Tu penses qu'il faudrait des formations, qu'il faudrait... Visiblement, c'est beaucoup de peur des conséquences que la grossesse pourrait avoir, particulièrement dans le cas des grossesses pour des femmes handicapées, par exemple. Ben déjà, j'ai envie de dire, les médecins lisaient les publications scientifiques. Parce que c'est hallucinant. Moi, personne qui ne connaît rien, qui suis littéraire, je suis tombée sur des articles, bon, en anglais, il faut savoir lire en anglais, mais ça existe, où on nous explique que les personnes avec ma pathologie peuvent mener des grossesses, hein, même avec des capacités pulmonaires extrêmement réduites. Donc les médecins, certains, ils n'ont pas envie de se mettre à jour, ils n'ont pas envie d'apprendre des nouvelles choses, ils sont sur leurs préjugés comme l'ensemble de la population, et ils sont pas meilleurs. Et ils ont pas envie de s'informer, ils ont pas envie de changer leurs petits préjugés, quoi. Donc rien que ça, j'ai envie de dire, rien que l'état d'esprit est parfois pourri, hein, et c'est même pas forcément un problème de formation. Je veux dire, tu prends 2 minutes, tu vas lire un article, quoi. C'est pas un effort immense, quoi, il me semble. Clairement. C'est un vrai souci sur la médecine en général, le fait de... euh, les médecins souvent veulent rester dans leur ligne, enfin, cherchent pas tous les cas particuliers, ils n'ont pas du tout envie de s'en occuper. C'est particulièrement énervant quand on sait qu'il y a eu des études et qu'il y a des choses mises en place à d'autres endroits, quoi. Donc là, tu as parlé de ton parcours à toi de PMA. Est-ce que tu penses que autrement l'accompagnement il est adapté aux personnes qui ont d'autres types de grossesses hors normes, disons, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment un problème spécifique au handicap, ou est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec d'autres types de grossesses hors normes, à ton avis? Alors, on peut faire des parallèles avec beaucoup de populations discriminées. Euh, on peut voir que, par exemple, accéder à un parcours de PMA est extrêmement compliqué pour les personnes handicapées, mais aussi pour les personnes homosexuelles, pour les personnes trans. En fait, il y a une sélection de dossiers et il y a souvent des dossiers qui sont refusés d'office. Par exemple, une personne célibataire, une femme célibataire handicapée n'a pas accès à la PMA, elle est refusée d'emblée. On a vu aussi que les lesbiennes ont attendu extrêmement longtemps avant d'avoir accès à la PMA
et que c'est vraiment au compte-gouttes. Souvent, elles sont obligées d'aller à l'étranger. Et aussi pour les personnes trans, où il y a des restrictions extrêmement fortes beaucoup de méfiance. Donc en fait, ce qui s'applique aux personnes handicapées, les restrictions qu'on peut vivre, d'autres catégories de personnes les vivent. Et ça, on le voit aussi au quotidien, quoi. C'est ça qui est à la fois dur et intéressant, c'est que on vit un peu toutes et tous les mêmes types de merde quand on est victime de discrimination, quelle qu'elle soit. Je pense que s'en rendre compte, euh, ça peut nous donner de la force au lieu d'essayer de se combattre les uns les autres. Il faut qu'on se dise, ben, on vit la même chose, donc on va tous et toutes s'aider les uns les autres et ça fonctionnera bien mieux. Ouais, l'idée de qu'en fait, même si on n'est pas toutes et tous concernés par les mêmes choses de la même façon, malgré tout, il y a quand même vraiment un système qui se met en place, qui est un peu le même, et des choses qu'on vit un peu, qui sont très proches, et donc l'idée de un peu de convergence des luttes, en fait, d'essayer de se Exactement. soutenir les unes et les autres. Ouais, c'est ça qui est hyper important, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et que ce qu'on vit, d'autres le vivent aussi. Et voilà, moi je pense que c'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux, bah, je m'entends bien avec des personnes discriminées comme moi. On se retrouve énormément dans nos histoires, même si c'est pas du même ordre. Et du coup, on s'écoute et on apprend les uns des autres, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si on veut s'en sortir, hein, lutter contre cette société qui nous broie quotidiennement, quoi. En termes de suivi, outre le suivi pardon, médical, dans ton livre, tu racontes un autre point d'accroche, c'est la question du suivi social, et tu racontes que ton mari a été interrogé par les services sociaux après la naissance de ta fille, juste après la naissance de ta fille. Tu veux bien nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous, c'était un projet qu'on avait mûrement réfléchi. Toute l'équipe médicale le savait, était au courant, qu'on s'était organisé, etc. euh, pour que tout se passe bien. En effet, juste après la naissance de ma fille, donc elle est née prématurée. Alors moi, j'étais dans le gaz, hein, j'ai fait une césarienne sous anesthésie générale. Il n'a pas été possible de faire autrement. Et donc mon mari a vu ma fille, a fait du pot à pot, et après ils ont été séparés. Donc elle est partie en néonat, et là, les services sociaux ont sauté sur mon mari pour lui demander, mais alors, comment vous allez faire? Votre femme, elle est handicapée. Ouais, il était au courant. Comment vous allez faire pour vous occuper de ce bébé, quoi? Il a dû se justifier, rappeler toute l'organisation qu'on avait mise en place, voilà, avec des auxiliaires qui venaient pour m'aider, avec la crèche qui prenait le relais. Aux 3 mois et demi de la petite, on avait vraiment affiché le truc, quoi. Euh, et donc, il a dû se justifier, il a dû avoir 2 entretiens pour expliquer comment on allait faire, alors que voilà, tout était préparé, on n'avait pas fait des choses à la légère, et que moi, je veux dire, le lendemain, je suis allée dans un service de néonat voir ma fille, ils auraient pu m'interroger à ce moment-là. Et ils m'ont pas parlé à moi directement, ils sont allés voir le valide pour lui demander comment on allait faire. Et oui, ça m'a profondément agacée. Et si tu veux, on a ce biais. Voilà, moi, je suis handicapée, mais je suis blanche, je suis d'un milieu socio-culturel plutôt favorisé et j'ai subi ça et je me dis, ouais, les personnes racisées, les personnes qui sont moins favorisées, tu vois, sur le plan financier, etc. Mais qu'est-ce qu'elles prennent dans la gueule, quoi? Enfin, et du coup, il y a cette peur là aussi parce que j'ai lu des études, hein, et en fait, les enfants qui ont un des deux parents ou les deux parents handicapés, ben, très souvent, ils sont retirés à leurs parents
Et c'est vrai que ça fait partie des chiffres que j'avais en tête, que j'ai toujours en tête par rapport à ma fille, hein. C'est 30% hein, des parents handicapés qui se voient retirer leur enfant, c'est énorme. Et moi, je me dis, ça peut aller vite. Et finalement, peu importe que tu aies planifié ton projet, etc. Si jamais tu fais partie des cibles, ben, tu t'es passé de pouvoir garder ton enfant, quoi. Ouais. Puis bon, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant qu'ils aient parlé que à ton mari, quoi. Ouais, ouais. Et lui, il m'en a parlé plus tard, je sais plus, le lendemain ou le surlendemain. Il me dit, tiens, en fait. Et moi, je sais ça, mais comment? Et j'étais hyper surprise. En fait, c'était que la première d'une longue série de surprises où, voilà, quand t'es mère et handicapée, ben, t'es tout le temps obligée de faire tes preuves, quoi. La question suivante dont on avait discuté, et je sais que c'est une question qui est sensible, mais j'y avais pensé parce que justement, je sais que, enfin moi, pour avoir été du côté des travailleurs et travailleuses sociales, euh, je sais qu'un des grands soucis, entre guillemets, qu'il y a, c'est l'idée que l'enfant va être très impacté par le fait d'avoir des parents handicapés. Et du côté social, souvent on voit ça toujours comme un impact forcément négatif, comme une Mm. souffrance. Et du coup, j'avais envie de te demander si tu pensais, toi, que ta relation à ta fille et ta fille sont impactées par ton handicap, comment parce que j'avais envie d'avoir une vision peut-être plus nuancée de cette vision, peut-être plus, enfin, pas forcément faire du positivisme forcé, mais en tout cas avoir pour une fois un témoignage à ce niveau-là plutôt que des fantasmes de travailleurs et travailleuses sociaux à ce niveau-là. Et ouais, effectivement, moi, je trouve qu'au sein du cocon familial, euh, mon handicap, ma fille, bah, elle le vit parfaitement bien. Et elle m'a toujours connue en fauteuil, et le fauteuil a toujours été intégré à notre vie, mais aussi comme espace de jeu à part entière. Tu vois, elle escalade, quand je l'autorise, elle appuie sur les boutons. Pas tout le temps, hein, il faut que je l'autorise. On rigole pas avec ça. Euh, et c'est pas quelque chose qui lui fait peur, etc. Donc elle est très à l'aise avec ça, et nous aussi. Mais, il y a un mais. En effet, les gens de l'extérieur, eux, voient le handicap de manière négative. Et donc, ils peuvent changer la relation que ma fille a au handicap. Et c'était déjà le cas, si tu veux, quand elle était à la crèche, la petite, où elle se posait des questions sur mon handicap, et nous, on n'avait aucun problème avec ça, on lui expliquait. Mais à la crèche, ça les paniquait totalement. Et ils voulaient absolument que la petite aille voir des psys pour parler de ça, alors que on était tous hyper à l'aise avec le sujet. Et donc moi, j'ai un peu mis le haut là en disant, mais non, on va pas lui créer des peurs, on va pas créer des problèmes qu'elle n'a pas, elle en parle et c'est naturel, hein. Et j'ai pas envie qu'on en fasse un problème alors que tout va bien. Si un jour elle en ressent le besoin, effectivement, on pourra en parler avec des professionnels, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était pas nécessaire. Et tu vois, il y a des moments dans la cour de récré, où je vais chercher ma petite. Et les enfants de l'école, ils me connaissent, donc il n'y a pas de remarques. Mais les enfants qui me connaissent pas, il y a des fois, il y a des remarques un peu à la con. La dernière fois, il y a un petit, il m'a vu, il a dit, ouais, ta maman, elle est en fauteuil roulant, elle est vieille. Il a fait le lien, si tu veux, entre les personnes âgées et les personnes en fauteuil. Et du coup, moi, je suis là, mais comment déconstruire ça? Comment rassurer ma petite? Et ça, c'est pas forcément facile. Je sais qu'elle va entendre pas mal de merde à mon sujet. Euh, et voilà, je pense que les obstacles, ils viennent de l'extérieur, quoi. Dans notre petit cocon familial, c'est pas un problème. Et à l'extérieur, ben, il faut gérer tout ça et c'est un peu plus difficile, quoi.
Ça semble assez cohérent avec, en fait, les expériences dont on entend parler, des gens qui ont des enfants en étant un petit peu hors norme au niveau de la vie familiale. Et c'est ça. Et tu vois, ce qui est pénible, c'est que on sait que au moindre problème, les gens de l'extérieur vont vouloir tout ramener à mon handicap parce que c'est très facile pour eux, quoi. Tu vois, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et moi, j'ai envie de dire, bah, je sais pas, moi, quand il y a des problèmes avec un enfant dont les parents sont chauves, est-ce qu'on dit, ah, c'est parce que le père est chauve? Quand la mère est myope avec des lunettes, on va dire, oh là là, l'enfant est traumatisé par les lunettes de sa mère. Bah, tu vois, je caricature un peu, mais pour moi, c'est de cette idée-là, quoi. À un moment, on n'est pas obligé de tout rapporter à ça, et c'est vrai que c'est un peu saoulant, quoi. Mm, j'imagine. Euh, du coup, euh, on a dit que tu étais autrice, puisqu'on parle du livre que tu publies en janvier. Tu as déjà publié plusieurs livres. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce process, de comment tu fais pour écrire le livre, potentiellement pour trouver une maison d'édition, ce genre de choses? Alors, comme je te disais, c'est vraiment gros bazar, et en fait, c'est différent à chaque fois. C'est là que je me rends compte, je n'ai aucune méthode fiable qui marche 2 fois d'affilée, c'est ça qui est pénible. Alors moi, ce qui marche avec moi, c'est quand, en gros, le livre n'est pas de mon initiative. Le premier livre que j'ai écrit qui a été édité de manière professionnelle, c'était Virginia Woolf contre Rantegot. Et en fait, il y a une éditrice, Christine Luce, qui est arrivée, qui m'a dit, je veux que tu m'écrives un bouquin sur ce thème. Et moi, j'adore ça, quoi, parce que je suis une bonne petite élève, j'ai mes consignes, et donc j'y vais. Et là, c'est pareil, j'avais l'émission de Julia Foyce en ligne de mire, et je savais que j'avais pas beaucoup de temps pour écrire. Et donc, j'ai foncé, et c'était super. Ce qui est plus difficile, c'est de me motiver moi, euh, toute seule, quand j'ai personne pour me botter les fesses. Là, c'est un peu plus galère. Euh, au niveau de comment j'écris, etc., ça peut être très variable. Avant d'avoir un enfant, bah, j'aimais bien, alors, comme je travaille aussi, j'écris souvent pendant les vacances. Et en gros, je passe souvent la grosse matinée à écrire et l'après-midi à reprendre ce que j'ai fait le matin. Et là, quand t'as un enfant, c'est compliqué. T'écris quand t'as le temps, quand la petite est à l'école, parce que sinon, c'est pas possible. Euh, il faut accepter, je trouve, de faire des pauses et de reprendre le texte un peu plus tard. Euh, et de le laisser en plan quelque temps, c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Est-ce qu'il y a de grosses différences entre écrire de la fiction et écrire sur ta propre vie, comme là tu viens de le faire? Ouais, c'est vraiment 2 choses très très différentes. Euh, Moi, à l'origine, je vis pour la fiction, j'aime la fiction, et j'ai pas forcément envie de raconter ma vie, ça m'intéresse pas trop. Et puis, bon, les faits, bah, je les fais quand même, mais à l'origine, j'aime les histoires qui sont très très éloignées de moi. Et je trouve que ça demande plus de temps d'écrire de la fiction parce que tu dois utiliser des styles qui correspondent à ce que tu écris, tu dois faire de la recherche. Je trouve que c'est peut-être un peu plus rigoureux. Et en fait, c'est vrai que écrire sur mon histoire, j'avais déjà tout en tête. J'avais tellement ressassé tout ce que j'avais vécu que ça sortait tout seul. Et la difficulté, elle était autre. La difficulté, c'était comment écrire quelque chose d'hyper intime, sans impacter mes proches,
sans les impliquer dans quelque chose qui leur déplairait, sans dévoiler des détails intimes sur eux. Et pour ça, c'était vraiment très compliqué. Ce sont vraiment des difficultés très différentes selon les styles d'écriture. Et là, j'ai vraiment essayé de m'y tenir, de dévoiler des choses extrêmement intimes sur moi, sans pour autant impliquer trop mon mari, hein, qui était en première ligne dans cette histoire, forcément. Euh, et donc, j'ai eu besoin de lui. J'ai vraiment eu besoin qu'il relise, qu'il me dise, voilà, est-ce que ça c'est OK pour toi? Oui, il n'y a pas de problème, etc. Et j'ai eu besoin aussi du regard de ma mère. Euh, Pareil pour être sûr que je faisais bien les choses. Et ce qui est génial, c'est que bah, mon mari a toujours soutenu la démarche. Et une fois que le livre a été terminé, je l'ai envoyé à ma mère et elle avait pas envie de le lire parce que je pense que c'était trop près d'elle, ça l'a touché de trop près. Donc je l'ai un peu engueulée, tu vois, et là elle a lu et elle m'a dit ah, voilà c'est le meilleur livre que tu as jamais écrit. Bon en même temps je n'ai pas écrit beaucoup, tu vois, mais elle était hyper enthousiaste et ça c'est rassurant. Je me dis voilà je l'ai écrit de la manière qu'il fallait, j'ai blessé personne, ça va, ouf. Et du coup, donc tu es une autrice qui a déjà publié plusieurs livres. Tu es aussi prof, militante antivalidiste, mère d'une petite fille. On parlait de gestion du temps juste avant. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? C'est très difficile de jongler avec autant de choses, hein. Et donc, je fais des priorités. Donc, la priorité, bah, c'est la vie de famille. Et depuis qu'on a eu une enfant, bah, le boulot s'est passé après. Et c'est bien, justement. Donc, moi, je me suis mise à 80%, par exemple. Et une fois que la vie de famille, c'est bon, le boulot, c'est bon, je m'autorise à écrire. Et c'est un peu un luxe. Euh, et justement, je lisais dans ta newsletter ce matin comment tu percevais l'écriture. Et ça m'a amusée parce que je le vois exactement de la même manière. Écrire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Je suis jamais aussi bien le soir que quand j'ai passé plusieurs heures à écrire dans la journée. Je me sens, euh, tu vois, fatiguée, mais de manière saine et bien dans ma peau. Mais voilà, malheureusement, je peux pas me l'autoriser souvent. Et du coup, à chaque fois que j'écris un bouquin, dans ma tête, c'est peut-être le dernier. Parce que je sais pas si j'aurai l'énergie, le temps, les capacités, quoi, de faire un autre bouquin. Euh, et en même temps, c'est pas mal de se dire, ben, c'est peut-être le dernier. Parce que je me mets pas de pression. Je me dis pas, oh là là, il faut que j'écrive à tout prix. Euh, Là, je crois que j'avais pas écrit depuis 3 4 ans. Entre mes deux derniers bouquins. Mais voilà, dans mon esprit, c'est peut-être que c'est fini et c'était bien, mais c'est pas grave. Et peut-être que j'y retournerai un jour. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu une bulle à chaque fois et tu verras si tu peux retrouver une bulle à un moment. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir le faire sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et pareil, sans pression, tu vois, quand j'ai commencé à écrire Une grossesse ordinaire, hein, dans mon esprit, ça ferait pas un bouquin. À l'origine, je m'étais dit, bah, ouais, je vais raconter cette histoire, hein. Et dans ma tête, ça allait faire 30 000 signes, pas plus, tu vois. Et puis arrivé aux 30 000, je suis là, ah, mais en fait, il y a encore plein de choses à dire, hein. Peut-être que je vais arriver à 70 000, et etc., etc. Et cetera. Et en fait, bah, c'est un bouquin de plus de 200 pages. Euh, et c'est chouette de le faire comme ça, de pas se dire, oh là là, il faut que j'écrive un livre de 950 pages. Parce que je trouve que ça apporte beaucoup de légèreté et de liberté. Ouais, et puis t'es pas dans du productivisme, t'es dans l'idée de faire ce qui te plaît et tu vois ce que Ouais. ça donne à la fin, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil. Alors, j'avais envie de trouver une maison d'édition, vraiment très très envie. Et en même temps, je me disais, bah, si les maisons d'édition n'en veulent pas, ben tant pis. Je vais l'auto-éditer et ça sera pas la mort non plus.
même si c'est super chouette d'avoir une maison d'édition, d'avoir des correcteurs qui te donnent des conseils et tout. Je trouve ça génial. Et puis que le livre, il soit beau, que ça fasse un super bel objet et que des gens l'aiment et le mettent en valeur. Bah, c'est trop bien. Mais je m'étais dit, bah, s'il faut faire son, je ferai son. Et c'est pareil, quoi. T'as moins de pression quand tu parles là-dessus, quoi. Mm, c'est clair. Et du coup, la partie qu'on n'a pas trop abordée, c'est ton militantisme anti-validisme. Tu nous en parles? Ouais. Alors, ça, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Moi, je pense que voilà, j'ai eu des biais validistes longtemps qui m'ont pourri la vie, il faut dire ce qui est. C'est que pendant longtemps, j'ai vraiment essayé de nier mon handicap, de faire comme s'il n'existait pas. C'est quelque chose qui me faisait peur. Je dirais même que quand j'étais ado, voir d'autres handicapés dans la rue, ça me faisait vraiment flipper. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'il a fallu déconstruire petit à petit, apprendre à s'accepter, à s'aimer et aussi à aimer les autres, j'ai envie de dire. Et c'est une chose sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et donc, sur les réseaux, j'ai rencontré plein de formidables militantes, comme Céline Extinso, comme Elisa Roras, comme Elena Chamorro, Charlotte Puiseau. Et ouais, ces militantes m'ont appris à devenir meilleure. Et je crois que je suis vachement mieux dans ma peau depuis que j'ai accepté mon handicap et que depuis que je me connais. Et donc, c'est un truc que j'essaie de porter à mon petit niveau parce que je fais pas partie d'une organisation. Euh, je me contente, ouais, je suis un peu une militante de salon, quoi, comme je te disais. Je me contente de relayer la parole, parler de mon expérience. Euh, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Là encore, quoi, pour les plus jeunes, pour éviter que peut-être ils se détestent, peut-être éviter qu'ils aient une image moche d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Même si je pense que peut-être les jeunes, ils sont un peu moins cons que nous, et qu'ils arrivent davantage à s'aimer et à être à l'aise avec leur corps, et ça, je trouve ça génial. Ouais, je sais pas à quel point c'est un biais ou pas, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que les générations, il y a quand même eu une évolution parce que les générations plus jeunes sont, j'ai l'impression, plus à l'aise avec tout ça que nous, ce qu'on a été. Donc c'est chouette. Je me dis que les choses avancent finalement, peut-être pas assez vite, mais en tout cas ça a l'air d'avancer un petit peu. Ouais, j'ai l'impression quand même, et ça fait du bien. Ouais, clairement. Du coup, comme je t'ai sous la main, je me disais, ce serait le moment. Est-ce que tu as des idées de choses que les personnes qui n'utilisent pas de fauteuil roulant pourraient faire dans leur quotidien pour rendre le monde plus accessible, moins relou aux personnes parce que bien sûr que c'est au niveau systémique qu'il faut changer les choses, mais potentiellement il y a peut-être des choses qu'on fait qui vous compliquent la vie et autant apprendre à ne plus les faire. Mais je pense que le premier élément indispensable, c'est d'écouter les concernés. Vraiment, parce que il y a cette idée que quand on est handicapé, on doit rentrer dans un moule qui va pas déstabiliser les personnes valides. Il y a un peu cette dichotomie, soit tu es l'handicapé triste et aigri, qui est trop malheureux ou malheureuse à cause de son handicap, soit tu es l'handicapé toujours content, contente. Un petit peu à l'image des cafés voyous, quoi, n'est-ce pas? C'était formidable, les établissements. Et en fait, t'as pas le droit d'être entre les deux, t'as pas le droit à la subtilité. Donc déjà, il faut que les gens nous écoutent et qu'ils comprennent quand on est en colère que c'est pas pour rien et qu'ils s'interrogent sur leurs attitudes, quoi, qui nous forcent pas à rentrer dans ces espèces de petites cases dans lesquelles on étouffe au quotidien.
c'est déjà hyper important. Et puis après, il y a, je dirais, tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent être entre guillemets, boycotter des endroits qui sont pas accessibles, hein. De donner des indications sur les lieux accessibles dans Google ou dans les avis qu'on met, etc. De donner un maximum d'infos sur l'accessibilité pour savoir comment on s'organise, pour qu'on arrête de perdre du temps à s'organiser, etc. Ça, c'est déjà hyper utile et ça nous aide vraiment. Et puis voilà, proposer les choses. Euh, Il y a des moments où, par exemple, les gens font une soirée et directement, ils vont nous exclure en se disant c'est pas pour lui, c'est pas pour elle, ou alors c'est pas très accessible, au lieu de nous demander notre avis. Euh, donc vraiment, après, on revient un petit peu à l'idée de écoutez-nous, bordel de merde. Pardon. Tu couperas un montage peut-être ou pas? Je sais pas. Ouais, Quoi? On verra. parce que je pense vraiment que c'est le plus important, quoi. Et puis, arrêter de confisquer notre parole, quoi. Ça, c'est atroce, quoi. Tu vois, comme Artus. Ras-le-bol que des mecs comme Artus viennent se faire les porte-parole des handicapés à notre place. C'est insupportable. Il faut vraiment qu'on invite des handicapés qui viennent parler de leur vie, qui viennent faire leurs préconisations. Parce que c'est chiant que les valides fassent tous les trucs à notre place et décident pour nous, quoi, tout simplement. Hmm. Le fait de laisser la place aux personnes concernées pour parler dans toutes les luttes au niveau des oppressions, au niveau des enjeux sociaux, c'est super important. Mais je trouve que particulièrement sur le handicap, c'est terrible parce qu'il y a une... De fait, on prend la parole des personnes handicapées tout le temps. Et alors particulièrement les personnes handicapées avec des handicaps visibles, mais même les personnes handicapées avec des handicaps invisibles, ça existe, enfin, ça se fait différemment, mais ça se fait aussi. Et c'est hyper violent, quoi. Et j'ai envie de dire encore plus quand c'est des handicaps cognitifs, où là on part du principe que c'est juste pas possible. Alors qu'il y a tellement de manières de communiquer, d'exprimer son opinion, que à un moment il y en a un peu marre que ce soit toujours les associations gestionnaires qui parlent au nom des handicapés, ou alors les associations de parents. Parce que les parents, mais malgré tout, ils sont valides souvent et qu'ils se rendent pas compte de ce que vit leur enfant. Et souvent, ils tirent la couverture à elle ou à eux en mode ah là là, c'est terrible ce qu'on vit. On est aidant, c'est très très dur. Et je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que nos vies aussi, elles sont compliquées. Et sauf que personne s'en soucie. Et que à chaque fois, on fait plein de campagnes pour aider les aidants. Et nous, on est là, ouais. Et nous, alors, quand est-ce qu'on nous aide vraiment? Et ça, c'est pas évident, quoi. Mm. Ouais, alors, c'est vrai, hein, je pense que il faudrait plus de soutien aux personnes aidantes, Bien sûr. enfin, pour que les choses se passent mieux à ce niveau-là. Mais en fait, en fait, ça, pour moi, ça rentre dans les choses qui vont sur le soutien aux personnes handicapées, en fait. Parce qu'en fait, si une personne est aidante, c'est bien parce qu'il y a une personne handicapée qui a besoin d'une personne aidante ou qui a besoin d'être assistée à certains moments. Et donc, du coup, je trouve ça bizarre qu'on décale de plus en plus le discours, justement. Ouais. Et c'est assez la mode dernièrement de parler des aidants et des aidantes. Et quelque part, c'est bien qu'on en parle, bien sûr. Mais en fait, c'est encore décalé le discours, je trouve. Et surtout la manière dont on en parle en disant ce poids horrible qu'il ou elle porte. Et ça, c'est terrible à vivre quand on est concerné. Euh, Quand on est notamment un enfant handicapé, on porte déjà énormément de culpabilité et on a déjà l'impression d'être un fardeau vis-à-vis de nos parents. Alors je généralise pas, mais je pense souvent malgré tout, hein. Et dans les médias, on entend ces discours de personnes valides qui ont des enfants handicapés,
qui en parlent comme si c'était des charges atroces et dont ils aimeraient bien se débarrasser. On n'entend que des parents assassinent leur enfant handicapé et qu'il y a un procès et que ces gens qui ont tué leur enfant se font plaindre. Et ça, c'est d'une violence extrême pour nous. Euh, Moi, j'ai ce souvenir voilà, d'un retour en voiture. Mon père m'a ramené du lycée et il y avait le procès d'une mère qui avait tué son enfant handicapé. Et tout le monde pleurait sur la mère et personne parlait de l'enfant qui était mort. Et moi, ça m'avait remué, quoi. Et du coup, je regardais bizarrement mon père. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il pense de moi au fond de lui? Est-ce qu'il a pas envie de me buter? Ce qui n'était pas le cas, heureusement. Bah, mes parents sont très bien, tout va bien. Mais voilà, ce petit doute, quoi. Ah, mais en fait, peut-être que d'autres parents m'auraient préférée morte, quoi. À chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires, euh, j'ai l'impression que les médias essayent d'avoir enfin, je sais pas si c'est parce qu'ils essaient d'avoir une vision entre guillemets en contre-pied de l'affaire pour être originaux, parce qu'en fait tout le monde parle de l'affaire comme ça, donc finalement ça marche pas. Mais en tout cas, c'est vrai que on nous parle toujours de la souffrance du parent qui a été mené à tuer son enfant, et jamais du fait qu'il y a quand même un enfant qui a perdu sa vie, quoi. Ou alors c'est pour dire qu'en fait il souffrait beaucoup et quelque part c'était pas plus mal en fait. Ouais, mais on C'est a vu ça. ça très récemment, mais entre conjoints, tu te souviens de cette histoire? Oui. Le monsieur septuagénaire qui a tué sa femme, soi-disant pour abréger ses souffrances, euh, qui n'a, qui a eu aucune condamnation, et beaucoup de gens qui applaudissaient à ça. Alors moi, voilà, je suis pas forcément pour les peines de prison. Je dis pas ah là là, il faut punir ces criminels, mais attention, putain, le traitement. Désolée, j'ai dit un gros mot. Le traitement de cette affaire a été particulièrement atroce. Je pense parce que tout le monde a envie de se reconnaître dans la personne valide qui souffre. Et personne n'a trop envie de se reconnaître dans la personne handicapée. Euh, c'est plus facile de s'identifier à une personne valide qu'à une personne handicapée. On n'a pas envie de s'identifier à une personne handicapée. Euh, et d'ailleurs, dans la fiction, quand tu lis de la fiction, quand tu regardes de la fiction, la personne handicapée, c'est cette personne dont souvent on se débarrasse avant la fin du film ou avant la fin du bouquin, parce elle gêne même dans la fiction, quoi. Je pense notamment à Bienvenue à Gattaca, où t'as Jude Law qui joue un personnage handicapé et qui au final se fait des amis et tout ça, et à la fin tu sais pas pourquoi il va se jeter dans son four parce que être handicapé c'est trop pénible pour lui. Et là encore, quand t'es handicapé, t'es là, ah ouais, ok, c'est ça que je suis censée faire, ah, d'accord, c'est cool. Euh, et donc tout ça pour dire que même un mec sexy comme Jude Law, parce qu'il est dans un fauteuil, tu te dis non, je ne peux pas m'identifier à ça, c'est trop compliqué, on va le tuer, quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film et j'avais un peu oublié. Et une fois que tu l'as dit, je me suis, enfin, quand tu as commencé à en parler, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que dans ce film, c'est horrible, encore une fois. Et c'est vrai que il y a cette idée que quand on parle des meurtres, enfin, je sais pas comment dire parce qu'il n'y a pas de terme, on dit pas handicide ou un truc comme ça, mais c'est la même idée. En gros, c'est on tue la personne handicapée parce qu'elle est handicapée, en fait. Et on met toujours l'empathie du côté du Mm. valide, parce que le valide est vu comme quelqu'un qui s'est sacrifié pendant très longtemps pour la personne handicapée et qui, Ouais, là, fait encore un sacrifice quelque part parce qu'il tue la personne pour son bien, quelque part. Et quelque part, c'est presque le sacrifice ultime. Et je trouve que c'est un retournement de discours qui est quand même très bizarre. Enfin, il n'y a pas d'autre groupe social. C'est ce que je disais l'autre fois quand je discutais avec quelqu'un qui relativisait un peu tout ça. Et je lui disais, mais il y a quand même pas d'autre groupe social qu'on considère comme un sacrifice de les tuer, quoi. Enfin, et là-dedans, c'est impossible de s'identifier à la personne handicapée, puisque c'est des personnes handicapées en général qui sont vraiment sur une perte d'autonomie très très forte. Et donc, du coup, on est dans l'idée que c'est trop horrible, on peut pas imaginer ouais. ça, en fait. Ouais, et puis tu vois, c'est un truc que nous, on vit au quotidien. Quand on est tétraplégique comme moi, on se fait arrêter dans la rue régulièrement par des personnes qui nous disent «Oh là là, mais vous êtes tellement courageuse. Moi, à votre place, je pourrais pas.» Et t'es là, ouais, déjà, moi, je suis tranquille dans la rue.
pourquoi tu m'arrêtes pour me dire ça? Je veux dire, quel est ton besoin de me dire ça? Et après, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais pas. Est-ce que tu es en train de suggérer que ma vie ne vaut rien et que je devrais me buter, quoi? Et c'est très décomplexé, quoi. Mais de toute façon, on a vu, notamment au travers du Covid, qu'il y avait une espèce de poussée de l'eugénisme. Alors, je sais pas si c'est une poussée ou si c'est que cet eugénisme latent s'est dévoilé au grand jour. Mais on est beaucoup de personnes handicapées à avoir très très mal vécu le Covid et les discours qui s'y rapportaient, hein. Et on a été assez traumatisés de voir que les personnes handicapées n'étaient pas emmenées à l'hôpital, hein, notamment, souvent, parce qu'on jugeait que leur vie avait moins de valeur et qu'on allait sauver quelqu'un d'autre. Euh, et il y avait cette échelle d'autonomie pour trier les gens, euh, où en gros, si tu peux te lever, si t'es capable de te lever et de manger seul, t'es sauvé. Et si, comme moi, tu as besoin d'aide pour manger et que tu peux pas te lever, ben, ça veut dire que on peut te laisser crever. Et c'était compliqué, tu vois, de vivre le Covid avec ça, cette épée de Damoclès sur la tête, surtout en étant enceinte. Enfin, déjà, quand t'es pas enceinte, c'est hyper violent. Mais en plus, quand t'es enceinte, tu t'es là en train de faire des calculs d'apothicaire. Ouais, si je tombe malade, est-ce qu'ils vont me laisser mourir parce que je suis handicapée? Ou alors est-ce qu'ils vont me sauver parce que je suis enceinte? Comment ça va se passer? Et c'est un peu horrible d'avoir ce genre de pensée quand t'es enceinte, quoi. Mmh. Ouais, alors moi, c'était un peu différent parce que, bah, je suis handicapée, mais par contre, j'ai le degré d'autonomie qui marchait, par rapport, au Covid, quoi, disons. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait vraiment, très peur aussi toutes ces discussions qu'il y a eu, enfin, toutes ces prises de décision qu'il y a eu pendant le Covid bah, voilà, on commence à faire du triage et il y a des personnes qu'on va sauver, d'autres qu'on va pas Ouais. sauver. Quand on a déjà subi des maltraitances médicales, typiquement, moi, j'en ai beaucoup subi parce que je suis grosse. Je me disais, mais en fait, moi, ma peur était de me retrouver à l'hôpital. Quand j'ai Ouais. eu le Covid, je l'ai eu en 2020, j'étais terrifiée à l'idée de me retrouver à l'hôpital parce que comme j'étais asthmatique, bah, il y avait des risques que ça dégénère salement dans l'absolu. Et c'était terrifiant parce que je me disais, si ça se trouve, ils vont choisir. Déjà que je sais qu'ils risquent de mal me soigner parce que je suis Mm. grosse. En plus, là, ils risquent de choisir de pas me soigner, quoi. Ouais, ouais. Euh, Et ouais, et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a révélé l'eugénisme en fait. C'était vraiment révélateur pour moi. Et, euh, et enfin moi personnellement, je sais que ça a complètement changé comment je vois la société parce que je savais que la société était validiste, mais je crois que je me rendais pas compte Ouais. jusqu'où ça allait et à quel point les gens acceptaient un degré de violence à ce niveau-là énorme quoi. Ouais, et puis je pense qu'au quotidien, tu vois, on peut se mettre des œillères. Si jamais dans notre vie, ça va plutôt bien, on peut oublier un petit peu la violence de la société, on peut se créer son petit cocon où on se protège. Sauf que là, on était obligé de voir. On n'avait pas le choix et donc tout ça, ça nous a sauté à la figure, hein. Et je suis d'accord avec toi parce que l'hôpital, pour nous, c'est un risque. La plupart des gens, ils sont rassurés d'aller à l'hôpital quand ça va pas. Et pour nous, aller à l'hôpital, c'est ne pas savoir si on va ressortir, comment on va ressortir. Enfin, moi, il y a une fois où je suis allée en réa il y a 2, 3 ans et pour une bronchite. Et les médecins étaient pas capables de s'adapter à ma pathologie. Ils faisaient tout le contraire de ce que je leur disais. Alors non seulement ils étaient pas capables de s'adapter à ma patho qu'ils connaissaient pas, mais en plus ils ne m'écoutaient pas. Et ils m'ont refusé un accompagnement, en l'occurrence mon mari. Et ils lui ont dit que je faisais un choc septique et que en gros j'allais crever. Alors que j'avais une bronchite et que je leur disais depuis le début, les mecs, c'est une bronchite, quoi. Aspirez mes poumons, donnez-moi des antibiotiques, faites venir un kiné. Et cette histoire a traîné plus de 24 heures, non, 24 heures, avant que ils fassent, ah, mais c'est une bronchite, on va faire descendre le kiné, on va aspirer les poumons. Et moi, je me disais, mais si vraiment ça avait été un truc
Voilà, j'étais pas bien à ce moment-là, mais si vraiment ça avait été un truc vital, hein, où il y avait besoin de prendre des décisions rapides, quelles décisions ils auraient prises, quoi, ces gens-là. Et ça m'a fait vraiment, vraiment très peur. Je me suis dit, je ne suis pas en sécurité à l'hôpital. Il faut jamais que je retourne dans cet endroit, c'est trop horrible. Alors que c'est pas le truc qu'on est censé éprouver, quoi. Hein. Ouais. Entre les manques de moyens à l'hôpital qui n'arrangent pas les choses, le validisme, voire l'eugénisme de la médecine particulière, enfin, je vais dire en France, mais en fait dans le monde, mais moi je connais la France, donc je vais dire en France. C'est vrai que, et je dis validisme et eugénisme, mais on peut rajouter toutes les autres oppressions en fait, Bien parce sûr, que ouais, les ouais. personnes racisées ont aussi euh, se mettent aussi en danger quand elles se retrouvent à devoir être soignées comme ça sur des choses graves. Et t'as raison, c'est vraiment la question de s'il y a des décisions à prendre en urgence, est-ce qu'ils arriveront à prendre les bonnes malgré leurs biais euh, Ouais. validistes, racistes, sexistes, grossophobes, etc., etc. quoi. Et tu vois, c'est pour ça que, d'ailleurs, je le conseille à toutes les personnes qui nous écoutent. Hein, c'est pour ça que moi, j'ai fait mes directives anticipées en disant, les mecs, vous me réanimez, quoi. Vous êtes mignons, je ne veux pas crever. Parce que là aussi, au moment du Covid, notamment pour les personnes trisomiques, des médecins ont mis des croix dans la case ne pas réanimer sans demander à la personne. Voilà. Dans le super documentaire Better of Dead de l'ISCAR, il y a une baronne anglaise, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui témoigne de ça. Elle est handicapée. Mais elle est baronne, donc tu te dis, ouais, niveau milieu social, ça va, ça gère, quoi. Et non, elle a eu un problème, elle était inconsciente et à l'hôpital, ils ont voulu la débrancher, ils voulaient pas la réanimer. Et heureusement que son mari était là, qui a dit, pop, 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 attendez les gars, vous me la réanimez, c'est ma femme, je l'aime, etc. Ils l'ont réanimée et elle va bien et elle continue sa vie. Mais elle a failli mourir. S'il n'y avait pas eu son mari, elle serait morte suite à ce petit passage à l'hôpital. Hein. Donc vraiment, si vous avez des volontés, si vous voulez être réanimé, indiquez-le, histoire d'éviter ce genre de déconvenus. Histoire d'éviter de se réveiller mort, hein, comme on dirait. Je ne veux pas me réveiller mort, s'il vous plaît, réanimez-moi. Désolée, je suis débile. Non, c'est rigolo. Il faut un petit peu alléger parfois Ouais, ce dont on parle parce que c'est quand même assez. Si on regarde les choses en face, je pense ouais, qu'un peu d'humour ça aide quoi, parce que vraiment. ouais. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut supporter ce genre de choses, quoi, si on en déconnant un petit peu, quoi. Ah, j'ai apprécié d'ailleurs dans ton livre, sans spoiler quoi que ce soit, mais tes citations en début de chapitre, il y en a quelques-unes qui sont rigolotes et ça fait du bien aussi, tu sais, d'avoir une petite respiration à un moment et de dire ah un petit peu d'humour et on replonge dans l'histoire quoi, parce que Ouais, bah, l'histoire elle est forcément pas facile. Après, voilà, moi, j'essaie d'être une meuf drôle, mais ça se voit pas forcément toujours. Et donc, ouais, il y a des moments où je fais des posts, je fais un peu d'humour, histoire que ce soit pas trop, trop plombant à lire aussi, puis parce que ça reflète ma personnalité, quoi. bah, je pense que on trouve tous et toutes nos armes pour s'en sortir quand on vit des choses très dures et quand on vit des choses répétitives très dures. Mm. Euh, et je pense que enfin, l'humour est souvent fait partie de ces armes et, parce que autrement bah c'est une façon de mettre un peu à distance quoi. De prendre un peu de recul, de rigoler et puis après on replonge dedans quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, c'est un peu obligatoire pour survivre, quoi. Totalement. Du coup, en dernière question, euh, je voulais te demander si tu avais des choses à nous recommander, que tu avais lu, vu, écouté. Ça peut être à peu près sur n'importe quel domaine. Juste, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous recommander là en ce moment? Ah, ouais, en ce moment, alors c'est vrai que je lis beaucoup. Euh,
et beaucoup de choses différentes. Et là, un des bouquins que j'ai adoré ces dernières semaines, c'est un livre qui parle de la maison au sortilège, qui s'appelle, pardon, La maison au sortilège, euh, écrit par Emilia Hart, et qui parle de la société patriarcale dans laquelle on vit, et d'une famille de sorcières qui essaie de s'en sortir au sein de cette société patriarcale. Il est beaucoup question de la maternité aussi, euh, des bébés qu'on garde, des bébés dont on ne veut pas, et des choix qu'on fait à ce sujet-là. Voilà, moi, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, qui était passionnante et qui résonnait pas mal avec ce que j'avais vécu. Et donc, c'est un super livre que je conseille à tout le monde. Si vous n'aimez pas la société patriarcale, si vous êtes misandre, si vous êtes concerné par les histoires de femmes, de sorcières, d'enfants, bah, lisez ce bouquin, il est vraiment génial. Pas trop bien, je pense que tu l'as parfaitement vendu. T'as vu, hein? Donc je mettrai la référence dans la description, enfin à la suite, mais de l'interview, mais trop cool. Ça me donne trop envie, moi en tout cas, je pense que je vais l'ajouter à ma pile de lecture, qui est un peu trop haute. Donc C'est je déjà sais pas, 350 bouquins. c'est un peu ça. Mais ouais, ça a l'air trop cool. Bon, bah écoute, Sushina, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais Je rajouter? pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Je sais pas, acheter mon bouquin. La meuf, ta vie vénale, horrible. Ouais, si vous en avez envie, achetez mon bouquin. Oh, je, je confirme, acheter son bouquin. Je mettrai aussi les références, évidemment, dans la description et tout ça. Je te remercie. Euh, mais j'encourage chaudement. Mhm. Merci beaucoup, Sushina. Mais merci Et puis, encore. bah, on va arrêter là et acheter ton bouquin. Voilà. C'est la Merci à toi.